On peut dire qu'Ariane a senti l'appel du voyage assez jeune. À 15 ans, elle s'embarquait déjà dans un voyage à caractère coopératif au Guatemala, un déclic pour elle dans sa volonté d'aider et de faire une différence. S'ensuivit des longs périples comme coopérante en Amérique latine et en Angleterre. Ayant d'abord commencé des études universitaires en psychologie, elle poursuivit finalement en tourisme sa plus grande passion et domaine dans lequel elle ira chercher plusieurs expertises. Hôtellerie, guidage, coordination d'événements, organisation de voyages, enseignement, écriture d'articles, livres, chroniques, conférences et j'en passe. Pendant ces années, elle enchaînera les expériences coopératives avec les enfants et en environnement, ainsi que plusieurs longs périples nourrissant ses envies de tourisme d'aventure et gourmand. Aujourd'hui, Ariane a touché le sol de plus de 80 pays et elle n'a pas fini. Toujours dans la mire, son grand rêve de créer une fondation mettant son expertise d'enseignement du tourisme au service d'enfants et de femmes de la rue. Et, mon Dieu, bon après-midi, Ariane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild. Je suis vraiment contente de t'avoir sur mon podcast, honnêtement. Je sais pas si tu le sais, mais tu faisais partie de ma bucket list de gens que je voulais avoir sur mon podcast avec toutes tes expériences. Moi, je tiens vraiment, guys, à vous dire toutes les expériences de voyage qu'Ariane a parce que Dieu sait qu'elle en a. Elle a mis le pied dans plus de 80 pays. C'est une auteure, c'est une enseignante, c'est une chroniqueuse voyage. Elle a fondé, je pense qu'il y a 7 ans, hein, Ariane? 7-8 ans, je pense, que l'agence ouais, Esprit d'aventure. OK, c'est ça, ton agence Esprit d'aventure. Puis tu es toi-même une très grande voyageuse. Ça fait plus de 22 ans que tu voyages. Donc, tu as vraiment presque, tu as fait de tout, autant du Westphalia, de le van life, tu fais du plein air, tu fais des expéditions scientifiques même, de l'observation de la faune, des voyages responsables, des voyages qu'on pourrait dire un petit peu plus coopératifs, coopération, on pourra se reparler Oui. des termes, puis ben, beaucoup aussi de voyages solo. Donc, écoute, je serais curieuse, avant qu'on embarque dans toutes tes épopées, là, que tu nous parles un petit peu de comment tu vis ça en ce moment, le COVID, comment ça se passe pour toi? Ben, mon Dieu, il y a eu plusieurs, même dans une journée, je pense qu'il y a plusieurs émotions, il y a Oui. plusieurs, autant que, bon Dieu, ça fait quelques mois, là, quand même, que c'est, que c'est, ben, je sais pas dire c'est arrivé, que ça se passe encore. Euh, il y a eu une période, disons que si on parle d'agence de voyage, il y a eu Oui. une période évidemment plus de gestion de crise au départ pour essayer de réapatrier nos voyageurs canadiens, nos voyageurs français. Donc, ça a été compliqué. On a même réapatrié plusieurs voyageurs qui n'avaient pas réservé avec nous parce qu'on se disait, mon Dieu, on a essayé de faire ce qu'on peut. C'est déjà difficile à la base de travailler avec les compagnies aériennes. Donc, on peut s'imaginer quand on est à destination puis on ne Oui. sait pas ce qui se passe. Donc, il y a eu cette gestion de crise-là et de rassurer les clients, les voyageurs, quand on n'est pas nécessairement rassurés nous-mêmes parce qu'on n'a pas de réponse. En fait, c'est ça. Je pense que même d'un côté personnel, les gens semblent, en tout cas autour de moi, peu importe, être habitués à ce que je semble avoir les réponses. Et là, Oui. ben, comme tout le monde, en fait, hein, on est dans l'incertitude depuis le début. Pourquoi? Parce que, ben, on le sait, toutes les conditions de vente des compagnies d'assurance voyage, des compagnies aériennes, des fournisseurs ici sur place ont changé, changent encore. Nous, on offre 85 destinations dans lesquelles on est tous allés et on travaille en direct avec les partenaires sur place, de confiance qu'on connaît très bien. Mais donc, on essaie de suivre, là, d'avoir l'information de première main, mais ça change tellement rapidement que ça a été beaucoup ça au début, rassurer les voyageurs, expliquer, les tenir au courant quand on a des nouvelles informations et puis ben, tranquillement de reporter leur voyage Oui. à l'année prochaine Mm-hmm. et de leur rembourser leur vol quand c'est possible. Encore là, souvent, bon, faut attendre, faut être patient. On n'est pas Oui. habitué hein, d'être patient dans notre société, de ne pas avoir les réponses, en fait. Oui, puis ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'il y a une certaine, c'est que dès que la personne fait un dépôt ou quelque chose, c'est qu'il y a déjà distribution
des frais Ben, pour... effectivement, ouais. Comment ça fonctionne dans les agences de voyage de Québec, au Québec, c'est comme, si je me trompe pas, c'est le même principe qu'aller au notaire. Leur argent va dans un compte en fiducie, donc qui est OK. protégé, donc c'est à leur Mhm. avantage. Mais on a la possibilité, par contre, au moins de payer des dépôts Mhm. à destination pour protéger les prestations. Donc, c'est effectivement les dépôts distribués, si on veut. Notre chance, puis bon, on croise les doigts, mais notre chance, c'est de travailler vraiment avec des partenaires, les mêmes partenaires depuis longtemps, donc avec qui on est toujours en contact. Et donc, ou de travailler en direct avec les hébergements, avec les excursionnistes, Mhm. etc. Et la très grande majorité accepte évidemment de reporter. Puis souvent, ben, tout le monde on essaie que ça reste le même tarif. Bon, c'est un petit Oui. peu plus difficile de gérer au niveau des vols intérieurs. Donc, ça, c'est un peu une problématique. Après ça, ben c'est ça. Donc, c'est de rassurer les clients, de reporter leur voyage, les Oui. tenir au courant. On est rendu à l'automne, là. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'automne, au On voyage espère que d'automne. d'ici Donc, là, tout va être pas mal réglé, puis que la question des assurances, puis que les destinations vont réouvrir, puis on va avoir un semblant de normal. Mais je me demandais, Ariane, juste peut-être nous expliquer un peu, c'est quoi votre spécialité à votre agence? Qu'est-ce que vous faites spécifiquement? ben, ouais, je dirais nos spécialités qui nous différencient un peu de la grande majorité des autres agences. Et là, je ne veux pas dénigrer, peu importe le type de vacances ou de voyage ou la formule, mais nous, vraiment, notre expertise, c'est l'organisation de voyages sur mesure en privé. Donc, OK. on a beaucoup de voyageurs qui sont des voyageurs réguliers, en fait, qui reviennent depuis très, très longtemps. Et donc pour qui, surtout des couples, on commence aussi à avoir des familles, mais pour qui on organise vraiment un voyage personnalisé. Donc selon leur goût, leur intérêt, leur budget, les dates, la durée idéale, quelquefois en location de voiture, souvent avec guide et Mhm. chauffeur. Euh, avec le temps, on s'est aussi spécialisé dans l'organisation de mini-groupes à thématique gourmande OK. et de mini-groupes et voyages en privé à thématique observation de la faune, donc safari en Afrique, par exemple. Et donc, c'est vraiment des voyages personnalisés. Même les mini-groupes sont aussi gérés de la même façon. Et ben, j'ose espérer que c'est ça qui va nous aider aussi dans le futur Oui. parce que, puis encore là, je ne veux pas parler contre la formule de voyager en groupe ou en croisière, etc. Mais je pense que les gens vont avoir le goût encore davantage de se retrouver un peu plus, tu sais, seuls dans leur voiture ou seulement avec leur chauffeur. Oui. Euh, Moins de voyage de masse, comme on dit, là. Mhm. Après, il y a aussi, bon, on essaie le plus possible, puis c'était une des raisons principales d'avoir fondé l'agence il y a 8 ans, de voyager le plus responsable et Mm. durable possible. On s'entend que prendre l'avion, seul l'est pas, mais on est une entreprise 100% carbone neutre, donc moi, à la fin de l'année, en fait, je repaie, si tu veux, tous les vols qu'on a pris par loisir ou par affaires. Et il y a un montant sur le tarif des clients qui va toujours à l'organisme planétaire et qui OK. va encourager des projets de conservation de la faune, protection de l'environnement, coopératives de femmes, etc. Donc, Mhm. on essaie le plus possible de voyager de façon responsable et durable. Juste Il y a encore beaucoup à faire, là, c'est sûr. Puis justement, dans ce créneau-là, soit faire une différence au niveau environnemental ou dans la communauté qu'on visite, est-ce que tu aurais comme des recommandations? Y a-t-il des sites qu'on peut aller voir pour, tu sais, comment est-ce qu'on peut être sûr que quand on voyage, il va y avoir un impact sur la destination où on va, puis que ça va rester éco, puis, en tout cas, je sais pas si je suis C'est claire. ouais, c'est facile de se perdre parce que depuis, en fait, on parle du virage vert depuis quand même plusieurs années. Puis c'est facile. Il y a tellement
de logos, de labels. Je ne sais pas si ça le dit en français aussi, mais c'est facile de se perdre. Oui, c'est ça. Même peu importe les produits qu'on achète, c'est le même principe. Donc, de se perdre, qu'est-ce qui est vraiment responsable, qu'est-ce qui est vraiment bio, qu'est-ce qui est vraiment équitable. Donc, c'est vrai que c'est facile de se perdre. Après, nous, bon, moi, j'ai un background en coopération internationale, mais une des raisons pour partir de l'agence, c'était justement d'aider financièrement ces projets-là. C'est transparent, donc il y a de plus en plus, en fait, les agences de voyage sont impliquées dans des projets comme ça, financiers. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que la plupart du temps, c'est du financement qui ont besoin, ces projets-là, et les gens sur place savent comment les gérer. Okay. Donc, on n'a pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement besoin de de nos intervention. Intervention, Oui. à moins qu'on ait une expérience en agriculture, une expertise en création de micro-entreprises, etc. Mais sinon, comme voyageur, dans un court laps de temps, je pense que c'est préférable d'encourager financièrement ces projets-là que de participer. Après, on peut les visiter sur place. Il y a des villages culturels qui ont été montés que oui, on peut avoir l'impression que c'est moins authentique, mais ça reste que ça leur permet aussi de vivre du tourisme. Donc, il faut changer sa façon de voir les choses. Après, pour les voyageurs qui veulent partir plus longtemps, vraiment, des nouveaux retraités, par exemple, que j'ai en tête, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a plusieurs organismes, associations qui encadrent ces gens-là. Et oui, je les encourage s'ils veulent aller travailler manuellement ou au niveau de la protection de l'environnement ou de la protection de la faune. Mettre à profit leur expertise. Des fois, c'est justement en entrepreneuriat ou peu importe dans quoi ils ont œuvré. Oui, et puis ça donne la chance aussi aux gens sur place de leur enseigner, ce qu'ils ne pourraient pas nécessairement faire en quelques semaines, finalement. C'est vrai. Et là, c'est ça. Après, il faut faire attention quand on est impliqué avec des enfants, avec des gens. Moi, je l'ai fait dans le passé. Je ne dis pas que j'avais raison ou tort. On ne parlait pas de tourisme durable dans le temps. J'ai travaillé quelques fois en Asie, en Amérique et en Amérique du Sud auprès des enfants et des femmes de la rue, donc pour les sortir de la prostitution, en leur montrant un métier en restauration, en hôtellerie. Ce que j'aimerais faire aussi dans le futur. Ton rêve! Oui. Effectivement, c'est un rêve. Et maintenant, ayant fait mon bac en enseignement, du tourisme et en ayant enseigné quand même plusieurs années, je me dis maintenant, j'ai une expertise que je n'avais pas dans le temps. Donc, peut-être que je pourrais amener quelque chose. Mais c'est ça justement pour travailler avec les enfants, oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu suggérais? Parce que je l'avoue, je m'avoue être coupable aussi d'avoir peut-être à l'occasion des moments où j'étais peut-être 1 mois en Amérique latine ou d'avoir voulu au moins contribuer, de faire mais de le faire avec des objets, avec des cahiers, c'est ça. Mais toi, tu suggères d'éviter ça ou de. Mettons c'est juste. délicat. Ça arrive en fait souvent que les voyageurs me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Je pense que c'est important. Puis encore là, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais selon mon expérience ou selon ce que j'ai pu observer, je pense qu'il y a souvent des besoins en produits, par exemple, ou moi, j'amène souvent des brosses à dents, du dentifrice, donc, et en produits scolaires, en produits d'hygiène, par exemple, mais de les donner à son guide ou les donner justement à une organisation qui va faire eux-mêmes la distribution. Tout à fait. Donc, s'informer avant, les agences peuvent vous aider aussi là-dessus. Au lieu de le donner un peu même si ça part toujours de bonne intention, mais de le donner, de jouer au Père Noël un peu, puis de le distribuer à des gens, pas seulement des enfants, mais avec qui on n'a eu aucune non plus contact, ou qu'on n'a pas eu la chance de rien développer. C'est parce que là, si tout le monde fait ça, puis c'est pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils en ont besoin, mais après, évidemment, ça crée un autre problème, puis les enfants commencent à quémander. quêter, c'est exact. Donc, ça crée un autre problème.
Mhm. Euh, Je serais curieuse, donc, c'est ce Ariane. que je suggérais, oui. Oui, mais je pense que c'est des super bonnes suggestions. Puis en effet, des fois, c'est juste un travail de un peu plus de recherche avant de s'en aller à destination, puis de Ouais. voir un peu, voir les organismes. Puis ça, je sais pas si toi, tu as des sites à suggérer, on pourrait les mettre en lien de podcast pour ça peut être divisé par continent ou peu importe par pays, mais juste question de nous orienter à savoir, OK, ça serait quoi les meilleurs organismes auxquels donner ou qui œuvrent dans différents domaines, en tout cas, bref. Mais je serais curieuse Je de pourrais savoir. effectivement te mentionner, puis on pourra le noter à la fin. Ça peut être aussi des projets que nous, par exemple, on encourage à l'agence. Tous les projets sont bons, évidemment, mais on a fait une sélection selon les besoins, puis Mhm. selon les destinations où on envoie beaucoup de gens. Et ça touche souvent, ben, justement, la conservation de la faune, la protection de l'environnement ou les femmes, en fait. Mhm. Donc, par exemple, il y a un projet peut-être que je peux mentionner parce qu'il qui me touche beaucoup, ça s'appelle PEMA, OK. PEMA. Et c'est vraiment un projet d'éducation, en fait, partout en Afrique, mais qui est surtout parti du Zimbabwe. Et c'est un projet d'éducation, d'hygiène féminine et d'éducation, en fait, de la femme, parce que encore aujourd'hui, en 2020, il y a 25 des jeunes filles africaines en général là, qui ne vont pas à l'école pendant qu'ils ont leur période parce qu'ils sont gênés, ils ont honte, parce que c'est pas abordé, c'est pas expliqué, Mhm. parce qu'ils n'ont pas le matériel qu'il faut, parce que donc déjà ils commencent à la base avec beaucoup moins de chances qu'en étant une femme, il ne faut pas se le cacher. Et en plus, ils peuvent Manque manquer jusqu'à d'école. 25 de l'école. Donc, cet organisme-là qu'on aide, donc tous les voyageurs qu'on envoie en Afrique, par exemple, il y a un montant sur leur voyage qui va à cet organisme-là et donc qui aide justement à faire l'éducation sexuelle, l'éducation d'hygiène féminine et qui achète aussi des OK. culottes lavables, en fait. Donc, OK. en plus, même qu'on devrait porter nous-mêmes, c'est plus écologique. Ah, Donc, c'est ça! ils On achètent de... des culottes lavables. J'accepte les dons pour les culottes lavables. Non, mais ça Ouais, m'amène. c'est un beau projet, Oui, à 100%, mon avis. 100%. Tout à fait. Je serais curieuse de savoir, Ariane, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que tu t'intéresses, que tu me disais, aux coopératifs, autant environnement que avec les femmes, avec l'humain. Donc, je serais curieuse de savoir, ça remonte à quand ta première expérience humanitaire, ouais, coopérative? Ben, c'est correct. Non, Je le savais que terme, j'allais me tromper. non, mais c'est pas un mauvais terme. Je pense juste que de nos jours, puis peut-être que j'ai pas, peut-être que je m'accroche dans les fleurs du tapis, là, mais de nos jours, je pense que c'est peut-être plus politically correct de dire coopération internationale. Humanitaire, peut-être parce qu'on a l'image aussi un peu de c'est du blanc privilégié, tu sais, qui va aider. Puis les Ouais. réseaux sociaux ont malheureusement pas aidé. Il y a des situations au Cambodge, par exemple, on parle des orphelinats qui ont été créés pour justement répondre à la forte demande des voyageurs qui veulent venir aider, ça part d'une bonne intention, mais ça crée un besoin pour des enfants qui ne sont même pas orphelins. Encore là, peu importe qu'ils soient orphelins ou pas, ils ont des besoins, là. Mhm. Mais si c'est des enfants qui ont déjà été abandonnés, je veux dire, c'est plus complexe que ça, mais on peut s'imaginer quoi, à chaque semaine qu'il y a des nouveaux coopérants qui partent, qui reviennent, tu sais. Je Ouais. pense qu'on fait plus de mal que de bien, là. Oui, je comprends. D'où l'importance si on veut œuvrer avec les enfants, de s'assurer d'avoir peut-être une longueur, une plus grande période de temps où on peut vraiment faire Ouais. une différence. Et une formation peut-être, Oui, justement, 100%. tu sais, que ce soit en enseignement, ou etc. Oui. Mais pour Oui. répondre à ta question, oui, ça a commencé. Bien, en fait, c'est le premier, je dirais, voyage. Puis on ne commencera pas la discussion entre vacances et voyages, là, ou voyageurs et touristes. Ah oui, c'est ça la discussion que dans le passé qu'on entendait. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de joindre un projet, en fait, avec l'école au Guatemala. C'est fou pareil. Et 15 puis, ans, c'est jeune. C'est le fun ouais, d'avoir eu cette opportunité-là aussi ouais, jeune. ouais. Puis Mhm. mes parents n'ont pas vraiment eu le choix, je pense, de me laisser partir. Je parlais pas espagnol dans le temps, donc ça a été un bon apprentissage. Mais donc,
en fait, on s'est rendu, on travaillait dans les jardins de plantes médicinales. Euh, donc, c'est ça. Donc, au niveau, on a appris sur les plantes médicinales et on accompagnait à l'occasion les médecins qui faisaient le tour des familles et qui enseignaient aux mères de famille comment traiter des petites maladies qui devenaient mortelles, en fait, parce que, bon, on ne pouvait pas se procurer les médicaments, etc. Donc, ça a été extraordinaire comme expérience. Et puis, l'année suivante, si je ne me trompe pas, ou l'année d'après, j'ai poursuivi au Pérou, en fait. J'ai fait un stage aussi dans des ruines, un stage en promotion, marketing, si on veut, dans des ruines, pour des ruines archéologiques. L'année suivante, donc là, tu avais 16 ans. L'année suivante ou 2 ans après. OK, mais quand même. Ouais. Mm-hmm. Et donc, la première partie, c'est un stage, justement, au niveau, bon, touristique, plus ou moins. Mais je ne sais pas si tu réalises, mais tu sais, juste à l'époque, là, juste faire des photocopies, c'était particulier, là. C'était un défi, là. Donc, bon, puis en plus, sans faire la promotion par la suite. Donc, et la deuxième partie de ce périple-là au Pérou, j'ai travaillé avec les enfants dans la rue, plus ou moins, en Amazonie, en fait. OK. Donc, des enfants orphelins qui avaient le choix de vivre soit à l'orphelinat ou dans la rue. Souvent, ils choisissaient de poursuivre, de vivre en partie dans la rue. Donc, là aussi, ça a été vraiment particulier. C'était des projets à l'époque qui étaient, je pourrais dire, encadrés par les religieuses. C'était souvent ça. Ça n'avait rien à voir de religieux, là, mais c'était donc, bon... Oui. À l'époque et encore aujourd'hui, en fait, souvent, c'est des projets qui sont financés, encouragés, encadrés par les religieuses. Donc, ça a été vraiment bon. Je suis tombée évidemment en amour. J'aurais adopté tous les enfants. À l'époque, j'étais un peu jeune quand même. Je pense que j'aurais eu... Bon, ça ne fonctionnait pas, puis j'étais un peu jeune, mais effectivement, ça a été... ça a été ton déclic. Le voyage. Ouais. Ben, le Guatemala, oui. Puis après, ben, tout toujours tourné autour du voyage, oui. Tu as toujours réussi à mixer, c'est ça, tu as toujours eu cette envie d'avoir toujours un volet coopératif, de donner un sens coopératif, soit que l'argent ramassé ou des voyages faits avec un but coopératif. Je sais, effectivement. Puis là, ben, via l'agence Autrement, en fait, parce que moi, je participe plus nécessairement, ben encore, ça dépendamment, là. Je l'ai fait au Maroc, par exemple. Là, on en parlait avant, là, avec le trek Rose Trip. On va avoir la chance d'en parler. Mais sinon, plus via l'agence, oui, maintenant. OK. Excellent. Puis ça m'amène, Ariane, à vouloir un peu parler de tes différentes expériences que tu as vécues sur ces nombreuses années de voyage. Tu en as vécu vraiment des assez exceptionnels. Puis, tu sais, quand on a eu notre appel screening un peu avant, moi, j'étais complètement impressionnée. Tu en as fait 2 ou que c'était un peu à caractère scientifique ou qu'il y avait comme une collecte de données qui se faisait. Puis celui-là, c'était les 5 mois où tu étais en voilier. Tu faisais partie de l'équipe de plongée, puis tu es allé explorer les fonds marins. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est présenté à toi, cette expérience-là? Ce voyage-là, peut-être qu'il y a des voyages qui se sont entrecroisés dans nos discussions. Ben, en fait, il y a 2 choses. Je suis passionnée pour la voile depuis très longtemps. Okay. Et ça m'a amené justement à être équipage, si on veut, pour des voiliers privés où ben, j'avais l'occasion de plonger. Mais au niveau de la collecte de données, peut-être que en Antarctique. Tu veux dire plus en Antarctique et en Arctique l'année passée, oui. Pas que ce volet-là ne m'intéressait pas avant, mais j'avais moins eu la chance de rencontrer des scientifiques qui étaient aussi accessibles. Ça, c'est mon expérience personnelle seulement, mais aussi accessibles, aussi en mesure de bien vulgariser l'information et qui ont monté des projets de sciences citoyennes. Okay. Depuis qu'ils ont monté ces projets-là, donc en Antarctique puis en Arctique, tous les autres excursionnistes, en fait, tous les autres navires ont suivi le pas. Et donc, après, comme voyageur, on a le choix ou pas de s'impliquer, mais en fait, qui ont réussi à convaincre la NASA, par exemple, ou d'autres
d'autres organismes, si je pourrais dire, associations, de ramasser les données pour eux. Donc, Ben de oui, leur enseigner, de leur monter des kits, là, puis de ramasser les données pour eux, de l'eau, du vent, de la glace, leur observation des oiseaux, des mammifères marins, oui. etc. Parce que tu Et semblais dire que... de leur envoyer les données, mais de façon à ce qu'ils puissent faire avancer la recherche plus Oui, rapidement. Donc, faire pression sur nos chers gouvernements oui, parce pour que protéger l'environnement. c'est ça, tu semblais dire que faute de temps ou les gens de la NASA ne De pouvaient pas venir moyens. aussi, de moyens aussi, ne pouvaient pas aller aussi souvent faire la collecte de données. Fait que Il y cet a entre élément. autres cet aspect-là, oui. Il y a des stations scientifiques en Antarctique et en Arctique. Il y a des stations scientifiques où justement des pratiques. Bon, l'Antarctique, c'est un territoire qui est géré internationalement, ce qui fait que vraiment tout le monde peut le protéger maintenant, mais il y a des stations scientifiques qui appartiennent à différents pays où il y a des scientifiques de partout qui viennent. Mais c'est ça. Donc, entre autres, la NASA qui a souhaité collaborer puis recevoir les données plus rapidement. J'ai vraiment trouvé ça. Je suis encore en contact, en fait, Ah oui. avec la plupart des guides et qui continuent bénévolement d'essayer d'éduquer les gens par rapport à comment on peut protéger les pôles et bon, il y a évidemment différentes écoles de pensée. Pour l'instant, le tourisme est très limité, puis c'est correct ainsi. N'est pas accessible financièrement à tout le monde, puis c'est peut-être correct ainsi. Mais il y a tellement d'autres, et puis là, il y a tellement d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte par rapport à la fonte des glaces, etc. Mhm. Mais en Arctique, par exemple, à l'archipel de Svalbard, donc qui appartient à la Norvège, là, je monte dans ma Je carte le vois derrière. très bien. Ben, juste pour donner de mentionner une bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, il faut se le dire. Ben justement, le fait que le tourisme a amené, entre autres, la protection de la faune et les espèces ont doublé, en fait, en l'espace de quelques années. Ah, wow. Et donc, c'est encourageant. Mhm. C'est possible, c'est encourageant. Puis Euh, est-ce que, parce que toi, est-ce que c'est via ton agence aussi que tu offres cette possibilité de voyage en Oui, Antarctique? OK. oui, entre autres, maintenant c'est nouveau. Donc, tout ce qu'on offre à l'agence, bien, on l'expérimente avant. C'est sûr qu'on peut, on prétend pas tout connaître des destinations, là, et ça change. Il y en a des destinations qui changent rapidement. Mhm. Mais puis, on connaît nos partenaires aussi personnellement sur place. Et on offre maintenant des expéditions qui sont 100% carbone neutre aussi, comme nous à Oui. l'agence. Donc, Puis qui rachètent toute leur empreinte Puis écologique. ça a l'air de quoi un petit peu quand tu contribues à l'accumulation de données? Je t'ai vu, écoute, je suis allée un petit peu voir tes photos, là, puis je te vois à un moment donné sauter à l'eau. Ah, ben ça, Est-ce que tu allais ramasser quelque chose? je faisais ça. Il me semble que ça ferait, ouais, ce serait bon de dire ça ça ferait crédible. Non, ça, c'est une tradition un peu folle parce que, bon, il faut avoir aussi. Moi, je suis du style à tout expérimenter, OK? Donc, tous les hauts niveaux des sports extrêmes, etc., tant que, bon, j'ai l'impression que ça respecte l'environnement, là, Oui. évidemment. Mais même si je suis quelqu'un qui avait beaucoup de vertige avant, ou puis, tu sais, je refuse de m'arrêter pour ce genre de Tu peur-là. confrontes tes peurs. J'expérimente Mhm. tout ce qui est possible, tu sais, plus ou moins. Ben, il y a une tradition, autant en Antarctique qu'en Arctique, justement, ils appellent ça le polar plunge. Là. Ah. Donc, on est attaché, on saute à partir d'une plateforme ou du Zodiac. Et en Antarctique, c'était, si je me souviens bien, je pense que la température de l'eau était à 0,5 ou 0,8, puis en Arctique, c'était à moins 1,5. OK. Euh, C'est plus froid c'est que froid, froid, là. là. C'est On plus reste pas froid que le longtemps. froid. Moi, je te dis, j'aime pas le froid non plus. Hein. Ah, Tu ben sais, oui. même tu le sais, quand on voyage, puis les gens, à chaque fois, tu sais, c'est un peu Ah, mais tu sais, toi, t'es canadienne, t'es habituée au froid.
Ouais, j'aime pas nécessairement On ça. a des maisons, on a du chauffage. Ça veut dire on est né ici, mais puis c'est pas Ouais, c'est dramatique, ça. là, mais ça veut pas dire qu'on aime l'hiver. Faut aller jouer dehors, tu sais. Oui. Mais donc, et puis, bon, évidemment, c'est surprenant, mais en Arctique, ce qui était encore plus surprenant, c'est que juste avant, moins d'une heure avant, on a observé un ours polaire magnifique, qui a vraiment plongé dans l'eau et qui ne devait pas être très loin, là, tu sais. Bon, Wow. j'imagine qu'ils ne nous auraient pas fait sauter s'ils avaient pensé avoir un risque, mais quand même, j'avais ça en tête, c'était même pas la température de l'eau, c'était comme ah, OK, super. Ça l'a Donc, dévié. Ben, c'est ça, t'aimes beaucoup mais aussi observer la faune. C'est une passion ouais, chez toi. ouais, Ouais. c'est devenu une passion aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, encore là, on en parlait avant. Puis pour tout voyage, je pense, autant au niveau de nos interactions avec les gens que l'observation de la faune, puis encore plus aujourd'hui. J'espère du moins que la crise va avoir amené ça, c'est de se questionner davantage, de se préparer davantage. Ouais. On a le temps. Oui. On a plus de temps, Planifier, de se replanifier. questionner davantage sur notre façon de voyager, notre façon d'aborder les gens, notre façon de consommer ici Oui. comme ailleurs, notre façon de... Et donc, l'observation de la faune, puis je me pose des questions à tous les jours aussi, donc par rapport aux projets que j'encourage ou les endroits où j'envoie des voyageurs, mais essayer le plus possible de la respecter, de souhaiter la comprendre, l'observer Mhm. sans l'envahir. La limite, elle est très Ouais. fine, puis je dis pas que... mais c'est possible et c'est possible. Le tourisme a ce potentiel-là de financer, d'éduquer, d'encourager ces projets-là. Il y a beaucoup de pays qui vivent du tourisme, il y a beaucoup de projets, tous des projets de conservation de la faune qui sont financés par le tourisme. Et les meilleurs exemples qui ont été des beaux coups de cœur aussi pour moi, c'est le Rwanda et l'Ouganda, que à cause du Les tourisme, ont gorilles. réussi complètement, dont l'observation des gorilles de montagne. Donc, Mhm. au niveau du permis, qui est quand même dispendieux, surtout au Rwanda, formation des guides, des porteurs, des créations de villages culturels qui a permis complètement d'enrayer le braconnage. Donc, c'est des beaux exemples de pays qui se sont organisés seuls, pour le noter, pour le mentionner, qui ne se Ouais. sont pas fait organiser par Mhm. nous, comme dans le passé, et qui s'en ont sortis bien. Le Rwanda, c'est un exemple, on le sait que c'est passé il n'y a pas si Ouais. longtemps, qui a tout perdu et qui s'en est ressorti seul. Et c'est un pays où il n'y a plus de sacs en plastique depuis des années. On ne pourrait pas dire la même chose ici. Même qu'il y a Qui eu un retour au nettoie. sac de plastique avec le COVID. Ben, je sais, Oui. Mhm. c'est triste. Mais donc, je pense qu'il faut juste bien éduquer les gens. Oui. Et effectivement, l'observation de la faune, c'est devenu, quand c'est possible, là, c'est vraiment devenu une passion Oui. depuis. Je dirais que le déclic s'est fait quand j'ai eu la chance d'aller aux îles Galapagos en Ah, Équateur en 2007. Qui wow. était, C'est parce c'est qu'avant une ça, richesse de faune, c'est bien aux îles Galapagos, ah, là. c'est extraordinaire. Puis Oui. c'est juste à y penser, même Oui. si on ne connaît pas, c'est mythique là, comme endroit. Et le déclic s'est fait parce que je pense que j'étais dans une période où j'avais moins de place dans ma tête pour rencontrer les gens. Parce que rencontrer les gens pour être pleinement, le plus possible, ouvert d'esprit, puis aller vers l'autre, faut avoir de la Oui. place dans sa tête, je 100%. pense. Et des fois, Oui. justement, peut-être c'est mieux de ne pas le faire si on est moins bien. Et ben l'observation de la faune m'a permis comme de me retrouver, c'est paisible, il faut être Mhm. Se patient. regrounder un peu, se recentrer. Ouais, Oui. ouais. Donc, c'est ça que ça m'a permis. Il y a un déclic qui s'est fait là, ouais. Je sais que, bon, t'aimes la faune, mais t'aimes aussi les grands espaces. Tu sais, Ouais. Puis ça t'a amené, j'imagine que t'as dû adorer ton trek, ton trek d'orientation dans le Sahara. Chose que t'as fait, Ouais. juste me rappeler l'année, parce que, excuse-moi, ça m'échappe. Ben, j'ai eu la chance d'aller quelques fois au Maroc. C'est une destination, c'est un pays que j'aime beaucoup.
Et en 2018, en fait, l'agence Deserto en France qui organise le fameux Rose des Sables là, Oui. en véhicule, c'est leur 20e anniversaire cette année, si ça a le lieu. Là, je suis censée joindre l'aventure, mais Croise en les doigts. 2018, à l'automne 2018, j'ai eu la chance de partir à la première édition du Trek Road Trip, donc d'orientation dans le désert en équipe de trois. Donc, on était 300 femmes, en fait. Donc, vraiment, OK. c'est des expériences seulement entre femmes et solidaires parce que c'est pour ramasser des sous pour la Fondation du cancer du sein et l'Association des enfants du désert, qui aide entre autres les mères monoparentales dans certains villages dans le Sahara. Et ça a été... Tout le monde riait de nous là, quand on a partir parce qu'apparemment que c'était connu qu'on n'avait pas le sens de l'orientation. T'as-tu appris à OK. t'orienter, Ariane? Est-ce qu'après cette Ben, expérience, tu savais t'orienter avec une boussole? écoute, on s'est pratiqué à la boussole. Finalement, on n'en avait pas besoin de la même façon, là, mais OK. on avait un carnet de route, on était géolocalisé parce qu'évidemment, bon, ça n'aurait pas laissé passer la nuit dans le désert. C'est très bien organisé. Là, ça a été extraordinaire. Puis la chance d'y aller, là, tu me poses la question, souvent, je vais voyager soit en tant qu'agence de voyage pour rencontrer les fournisseurs, trouver des nouvelles idées, mettre à jour mes connaissances, etc., mais aussi comme chroniqueuse, journaliste voyage. Et notre chance, c'était comme on y allait en tant que journaliste, les équipes nous laissaient un peu plus les approcher parce qu'on n'était pas en compétition. On a fait on voulait poursuivre compléter le même défi, mais on faisait pas partie de la compétition, parce que c'était selon le nombre de kilomètres. Donc, mais ça a été donc les autres équipes nous laissaient plus ou moins les approcher parce que puis là, c'est ça un peu, c'est le travail de chroniqueuse ou de journaliste, c'est de comprendre pourquoi ils étaient là, pourquoi c'était très émotif en fait de connaître l'histoire de ces femmes-là, parce que oui, c'est un défi sportif, mais la plupart, en fait, des participantes n'étaient pas nécessairement des grandes sportives, donc chapeau. Parce que marcher dans le désert, je ne sais pas si tu veux température, la difficulté à chaque pas parce que tu renfonces dans le sable. Oui, c'était tout un défi accessible quand même, mais extraordinaire. Et là, en avril, on se rendait en fait au Sénégal pour la première édition qui a été remise à 2021. Donc, on croise les doigts. Mais est-ce que tu as eu des challenges? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont... Tu sais, je sais pas, comme tu disais, on n'avait pas nécessairement la capacité d'orientation. Par contre, vous étiez quand même bien encadrés. Tout ça, c'était pas de la survie. Mais y a-tu eu quand même des challenges? Écoute, nous, il a fait chaud, mais moins que l'année passée, parce que j'ai entendu donc ça l'aurait joué. Non, écoute, ça a été... Ça a bien été. Ça a bien été. Puis je pense que c'est peut-être sûrement pour toi ou pour les voyageurs. En voyage, autant que je peux être stressée ici, avec raison ou peu importe, là, mais en voyage, même s'il y a d'autres genres de stress, je voyage beaucoup seule, c'est très différent. Je suis la meilleure version de moi-même quand je voyage seule, puis c'est très différent les stress. Donc, il y a des inquiétudes, puis en vieillissant, ça reste parce qu'on accumule du bagage, mais je sais pas, il y a une force qui se développe où on va plus vers l'autre. Mais vous étiez aussi une gang. Il y a quelque chose aussi de... Ça, c'est le fun. Faut qu'on, dans le sens que tu as l'adrénaline de, on est ensemble, il faut qu'on réussisse, on va se pousser l'une et l'autre. C'est une belle, surtout, je tiens à préciser, entre femmes, parce qu'il y a quand même une belle dynamique aussi. Je sais que tu organises des voyages entre femmes aussi avec ton agence. Oui, mais c'était un peu une nouveauté cette année, puis justement, on retournait en Arctique. Un groupe de femmes au mois d'août, qui était annulé. Mais c'est une thématique, ça fait longtemps que je m'inspire des femmes que je rencontre en voyage et que j'encadre aussi, parce qu'il faut le dire, à l'agence, tu me posais la question plus tôt,
disons, la troisième spécialité, c'est qu'on offre un service de consultation. Ça fait longtemps, même avant l'agence, que je le fais pour les voyageurs plus indépendants. Donc, j'encadre beaucoup de femmes qui partent seules pour la première fois, de voyageurs à sac à dos, de couples, par exemple, qui partent dans des destinations plus occidentales, ou des familles qui partent faire le tour du monde 6 mois, 1 an, donc qui ne feront pas leur comme pour un voyage sur mesure en privé, mais qui ont besoin de parler à quelqu'un qui connaît la destination, qui peut vraiment leur donner des contacts particuliers, les aider au niveau du budget, puis justement, ou qui voyagent en sac à dos ou seul dans des destinations comme ça. Donc j'encadre souvent des femmes qui partent seules. Donc, c'est un peu depuis longtemps, puis j'ai écrit aussi là-dessus, donc ça l'a amené ton tout dernier ça. livre aussi, ton premier. Et... oui, on pourra en parler de tes beaux livres. Je trouve que c'est important. Mais oui. Puis là, ça m'amène vers une dernière de tes expériences aventure, là, c'est la route de la soie. OK? Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on entend, je te dirais, souvent. Soyons honnêtes, c'est pas nécessairement une destination les plus populaires ou je sais pas, tu pourras m'en parler, mais je vais le prononcer bien, là, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan puis le Ouzbékistan. Le premier est dur à dire, le Kyrgyzstan. Je l'ai bien dit? Oui. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller explorer la route de la soie? Ben en fait, parce que tu sais, c'est long, hein, c'est de l'Italie à la Chine, tu sais, anciennement. Mais je pensais, en fait, j'avais en point de mire l'Ouzbékistan depuis un bout de temps au niveau culturel. Je dirais que c'est une des destinations peut-être les plus populaires, entre guillemets, en Asie centrale. Et mais bon, tu sais, souvent, il y a tellement d'opportunités, puis bon, je me décidais pas. Et ben encore, j'ai eu la chance de participer à un congrès au Kazakhstan. OK. Donc, très particulier comme destination parce que, bon, la ville de Astana, puis Almaty, mais le congrès était la ville de Astana et j'en ai parlé dans un article justement dans Elle Québec parce que c'est un peu une ville futuriste là, qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc, c'est ce qui a amené. Puis, ben, donc, j'ai passé du temps avant au Kyrgyzstan et après en Ouzbékistan. Au Kyrgyzstan, ça a été, je dirais, peut-être mon plus beau coup de cœur, pour rien enlever aux autres destinations, mais c'était justement, ça a été un voyage beaucoup plus de randonnée, ce que j'adore, c'est un Dada, grands espaces, et il y a aussi l'influence mongole, en fait. Là, on est près de la Mongolie. Je suis allée aussi en Mongolie il y a plusieurs années avec mon frère. Ben, ça a été magique. Donc, quand même, où on se sent bien sécuritaire, même comme femme, pour voyager seule, surprenant. Ben, je pas dire surprenant, je ne savais pas en fait à quoi m'attendre. Hein? Donc, un mix, là, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, là. Est-ce que tu as vu aussi beaucoup de tourisme? Comment tu t'es sentie? Est-ce que... Non, c'est ça. Fait que c'est agréable. Plus en Ouzbékistan, je dirais, parce que, bon, la logistique, les infrastructures sont plus organisées pour recevoir les voyageurs. Mais au Kyrgyzstan, pas beaucoup. OK. Mais à mon avis, quand même très accessible si on est intéressé par ce genre de... Aussi du côté culturel, évidemment, mais j'irais plus vers la randonnée, les grands espaces, le plein air. Puis là, je serais curieuse de savoir, parce que là, tu sais, on n'a nommé que quelques expériences, je te dis ça. C'est quoi? Mettons, si tu avais à mettre une expérience qui a été transformatrice, une expérience qui a été challengeante ou marquante, ça serait quoi? Je sais. Je sais. Parce que là, il va falloir que je fasse 4 épisodes là, avec ta vie. Là. Non, je te dis, ben, en fait, je dirais que ça dépend de notre état d'esprit. Hein, beaucoup, hein, de toute façon, dans la vie en général. Mais puis, j'aime aussi me donner la chance. Je suis consciente que je voyage beaucoup, que mes différentes carrières m'aident à voyager beaucoup. Donc, je suis consciente que les gens qui n'ont pas qui travaillent dans un autre domaine ne peuvent peut-être pas voyager autant là, au niveau de temps. Mais
c'est ça. Donc, j'irais dépendamment de mon état d'esprit et j'aime retourner dans les mêmes destinations. Souvent, les gens me disent, ah, mon Dieu, moi, je veux pas retourner dans les mêmes destinations, mais c'est vrai que quand peut-être que tu pars une fois par année, tu veux choisir une nouvelle destination. Je comprends très bien. Mais j'aime retourner dans les mêmes destinations aussi pour revoir les gens. Ouais. Donc, je garde beaucoup contact, en fait, avec les gens autour du monde. C'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais je te dirais que une expérience vraiment marquante, puis qui a toujours été présente dans ma tête, en fait, c'est, je dirais, peut-être le premier voyage je ne vais pas dire plus sérieux, non, mais peut-être plus à long terme en solo que j'ai fait, que j'ai eu la chance de faire en Inde quand Ah oui, backpack. Mm-hmm. En 2004, oui. Parce qu'avant ça, ben oui, j'étais partie dans des périodes quand même en solo. Au départ avec des groupes, que ce soit Guatemala, Pérou, puis après en solo. Mais là, je revenais de la France, j'ai travaillé quelques années en France. Et je revenais, je suis revenue en fait, puis bon, peut-être un peu en mauvais état émotionnellement. Et je suis restée un peu ici pour permettre comme de me poser et puis de prendre soin de moi. Et autant que certains voyages peut-être dans le passé, puis même encore aujourd'hui, puis qui étaient peut-être plus des fuites, puis c'est correct, il faut arrêter de... Ben oui, des fois, on part en voyage un peu pour fuir, pour être capable de faire un meilleur bilan, puis c'est correct, tu sais. Mm-hmm. Mais là, je me souviens d'avoir justement parlé avec mon psy dans le temps, puis il me disait, non, là, j'ai envie de partir en voyage à longtemps. Je m'en allais en fait travailler en Australie. Dans le temps, j'avais l'âge qui permettait d'avoir accès à un permis de travail. Puis finalement, pour me rendre compte, je me disais, ben, j'ai pas nécessairement le goût d'aller travailler à ce moment-là. Bon, l'Australie, c'était quand même plus dispendieux comme coût de la vie. Et puis, j'ai décidé de partir en Inde, donc 1 an en Inde, 1 an presque en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu as fait retraite de méditation? Est-ce que tu t'es... Ouais, ben oui, tu sais, puis ça fait partie souvent des premiers voyages. Donc, retraite de silence, le vipassana, retraite de yoga, retraite de méditation, bon, tout ça, tu sais. Ben, ça a été évidemment... Je suis heureuse de l'avoir fait à cet âge-là parce que j'avais une naïveté puis une énergie vraiment différente qui m'a permis peut-être d'accepter des fois un peu en tout cas, c'était pas nécessairement facile comme voyage, mais aujourd'hui, je le ferais différemment. Et puis, ben ça m'a transformée comme expérience. Puis c'est dans ces années-là aussi que j'ai travaillé, entre autres, avec les enfants et les femmes de la rue au Cambodge puis au Laos. Puis aussi, entre autres, avec les adolescentes tibétaines dans le nord de l'Inde. Donc, tu joins aussi à ces voyages-là des périodes un peu comme coopérante internationale. Et c'est ce que je raconte, en fait, dans le livre « Elles ont conquis le monde en solo ». C'est ça, c'est des histoires de voyageuses solo. Mm-hmm. Exact. Ouais. On est 10 voyageuses en solo qui racontons vraiment un des voyages en solo qui nous a le plus marqué. Et donc, moi, j'ai décidé de parler de mon voyage en Inde et puis ma période justement à côté des Tibétaines, des adolescentes tibétaines. Et c'est un récit que j'avais écrit depuis longtemps. Mais je suis contente de l'avoir publié seulement l'année passée parce que j'avais vraiment le recul suffisant pour en parler de façon positive. Puis en fait, tous les récits qu'on raconte, c'est pas des voyages qu'on a fait hier, donc je pense que ça change, d'être capable de maintenant de comprendre pourquoi qu'on est parti, dans quel état d'esprit on est parti, puis qu'est-ce qu'on a appris de ce voyage-là. C'est vrai que ça prend une certaine maturité, un travail d'introspection. Puis... Ça prend du temps, des fois, certains voyages, là, où ça prend du temps de vraiment faire le recul. On s'en rend pas compte, là, mais tu sais, à force d'en parler, puis évidemment, de le réécrire, ça l'a amené aussi... ça nous a tous, je pense, amené une façon de boucler cette expérience-là. C'était tous des voyages qui n'étaient pas nécessairement bouclés dans notre tête, sans s'en rendre compte. Puis le fait de l'écrire, tu sais, c'est très thérapeutique, autant voyager qu'écrire. Ça l'a vraiment permis de boucler ces périodes-là. Fait que l'Inde, et je suis retournée après de différentes façons, mais ça a été
Ben, c'est les extrêmes, on Ouais. entend souvent ça. Ça C'est choque autant que ça t'émue, autant que tu trouves ouais, ça beau, que je le sais, moi aussi, ouais, je l'ai fait l'Inde, puis je l'ai fait avec ma mère en plus. Tu sais, ça a été vraiment ouais. un beau, comment dire, une belle expérience qu'on s'est permis de vivre ensemble. On a fait aussi les retraites de méditation. C'est sûr qu'on n'est pas parti aussi longtemps que toi, Ben, mais quand même, tu sais, juste d'y ça aller, touche, ça c'est sûr que ça touche. change. Ça touche, Peu importe, 100%. là, Oui. même si on est, même si, puis c'est ce que je dis souvent aux voyageuses, parce que, ben, drôlement, la plupart des voyageuses que je rencontre qui veulent partir en solo pour la première fois veulent aller en Inde, et la plupart sont souvent dans une période de transition de vie. Donc, des fois, sans vouloir les décourager, des fois, si je les sens un peu plus vulnérables, comme on l'est tous à plusieurs moments dans nos vies. J'ai eu 40 ans l'année passée, donc je peux t'en parler de la crise. Des fois, je dis, oh, tu sais, peut-être une autre destination, l'Indonésie, la Thaïlande, tu sais, donc, parce Oui. que c'est... mais même si on est très bien préparé, on peut pas prévoir comment on va Non. réagir. Hein. C'est On ne vraiment sait parti. jamais. C'est vrai, on dirait que l'Inde, tu vois, chaque personne va réagir tellement à sa façon. Autant que tu peux dire que c'est un pays qui est extrême, puis il y en a qui vont voir ça, ils vont être complètement déboussolés parce qu'ils voient, que d'autres qui n'ont jamais voyagé, au contraire, ils vont bien réagir. Fait que je C'est pense que, vrai. tu sais, faut C'est vrai, pas... c'est particulier, oui. Oui, c'est fais-le, just do it. Moi, je serais portée à dire. Mais écoute, Ariane, j'ai envie de nous ramener au Québec, là. J'ai envie de Oui, nous ramener au Québec parce que, bon, depuis le début de la COVID, je pense que tu l'as dit, tu es une amatrice de plein air, tu aimes ça faire du vélo, faire de la marche, partir en hike. Fait que comment est-ce que tu as exploré un petit peu ton Québec depuis le début de la COVID? oui, ben, je le faisais avant aussi, hein, quand même, là, parce Oui. que c'est magnifique, le Québec, tu sais, puis comme tu mentionnais que j'adore faire la randonnée, l'été passé, entre autres, je suis partie une semaine sur le mini-Compostelle au cœur de Mégantic, donc Oui. un 6 jours, 115-120 kilomètres. Faut-tu se Euh, préparer? Est-ce que ça demande une préparation physique quand même? Moi, je trouve que c'est accessible, en fait, physiquement, ouais. Ben, c'est sûr que c'est idéal de marcher n'importe quelle randonnée, hein, c'est idéal de quatre Mhm. six mois avant de marcher 2, 3 fois par semaine avec un sac à dos, Oui. etc. Mais l'avantage de ce genre de parcours-là, c'est que les bagages sont transportés, c'est qu'on loge dans des gîtes, on mange bien, trop. Les gourmands de ce monde, on n'est pas Ouais, déçus. donc, c'est quand même un encadrement OK. confortable. Donc, cette année, ben, je devais là, du 6 au 11, mais ça a été reporté à la semaine prochaine ou plus tard, dépendamment de ce que la santé publique va décider au niveau des hébergements. Je me prépare à faire le circuit de l'abbaye, OK. toujours dans les cantons de l'Est, pour 5 jours. Il peut se faire aussi en 8 jours. Et ça, c'est réservé par contre parce que les campings, les refuges sont on peut déjà les réserver depuis plus de 2 semaines. Je vais faire un 120 km dans la région de la Nodière, plus précisément dans la MRC de Matawini, OK. euh, en espérant qu'il n'y ait pas trop de mouches puis de moustiques. Des tons à cheval dans ce Oui, coin-là. c'est ça. Donc, Oui. on va porter le filet, mais donc de la forêt Ouaro aux 7 chutes. Donc, ça OK. aussi. Donc là, ça, c'est un refuge en lean-to, tu sais, avec 3 Oui. murs, en camping. C'est un petit peu plus hors des sentiers battus. Mhm. Après, je suis beaucoup dans les cantons de l'Est aussi depuis l'été passé, donc un circuit de vélo Aquatico qui s'en vient, la randonnée dans le parc l'environnement naturel de Sutton. J'espère aller sur la côte nord en van Oui. avec Ah les ouais? vélos. Ça, c'est en organisation. Je suis jamais allée sur la côte nord. T'es-tu déjà allée? Je suis jamais allée. Peux-tu Ça a croire? l'air Moi, merveilleux. oh mon Dieu. Même la baie James, là, j'aimerais tellement aller à la baie Ouais. James. Ouais. Donc, peut-être retourner en Gaspésie. J'aimerais, je ne sais pas si ça va être réaliste de le faire cet été, mais j'aimerais un rêve, là, petit rêve, c'est de faire de marcher la portion du Sentier international des Appalaches en Gaspésie, qui OK. prend quand même 40 jours juste en Gaspésie. Hein. Ah wow, quand Donc, même. est-ce que je vais avoir le courage de le faire en solo? Je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant parce que je pense que tu as quand même fait aussi des treks en Californie, non? Est-ce que tu as fait la J'en West Coast?
Non, OK. J'en ai fait un peu, j'en ai fait pas mal, un peu partout. Puis j'ai guidé aussi au Népal. J'étais un guide de haute montagne au Népal dans le passé, mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait beaucoup en Nouvelle-Zélande les dernières années, puis en Australie. Mhm. Et c'est là que j'ai fait aussi les premiers treks en solo. OK. Euh, c'est, c'est- Ça, c'est l'aspect quand je voyage en solo, que, tu sais, faire la randonnée seule au niveau sécurité, tu Mhm. sais, bon, j'ai pris la chance en Nouvelle-Zélande parce que je me sentais à l'aise. Et puis, je logeais dans des lodges versus camping sauvage, seul. Je sais pas. Je suis pas prête à Mm. ça encore personnellement. Donc, À à voir voir. cet été. Mais la J'a- Nouvelle-Zélande, c'est magnifique c'est pour ça. magnifique pour Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as des sites ou mettons, quelqu'un qui aspire à peut-être en faire des treks seuls ou est-ce que tu as des gens que tu suis pour tranquillement t'initier à ça ou c'est pas vraiment quelque chose? Non, je sais pas qui je connais qui a fait. Ben, j'ai une amie qui est photographe professionnelle avec qui j'aimerais faire le Sentier international des Appalaches, qui a fait justement le 300 km, elle, OK. donc au lieu du 120, dans la Nodière et Matawini, avec la Mauricie, qui l'a fait seule. Mhm. Donc, je lui demande plein de conseils. Oui, Et c'est ça. Je prendrais. si jamais ça intéresse les gens, là, si je peux me permettre, j'écris depuis un an tous les mois pour le webzine Les Voyageuses du Québec. OK. Et j'ai écrit 2 articles sur la randonnée en Nouvelle-Zélande par OK. hasard. Donc, Excellent. Ça aussi, je vais m'assurer bien de détaillé. mettre les liens. Puis écoute, Bien on s'en va détaillé. tranquillement, Ariane, vers la conclusion, mais juste avant, j'aimerais vraiment ça, quoi, faire un petit clin d'œil sur deux de tes livres, deux de tes cinq, en fait, que tu as coécrit. C'est deux beaux livres où ça parle de 50 itinéraires. Il y en a un qui tourne autour de la faune, puis un autre qui est par rapport aux destinations gourmandes. Puis là, Oui. j'aimerais ça savoir, là, rapidement, si tu avais à me nommer tes top 3 destinations gourmandes, tu irais où? Ben, déjà ici, voyage Oui, on gourmand, monte le 50 livre. itinéraires de rêve autour du monde. J'ai écrit une trentaine d'itinéraires dans celui-là. Je dirais que mes destinations gourmandes préférées, puis sur lequel j'ai écrit aussi, le Pays basque espagnol. Mhm. Donc, Bilbao, Saint-Sébastien, c'est là le plus grand nombre de Chiapita, par exemple. Donc, c'est pas très touristique, hein, mais c'est, à mon avis, une des meilleures destinations gourmandes. OK. Ah, le Japon. Le Le Japon, mon Dieu, Japon. oui. Mhm. Puis, tu sais, tout est aussi dans la présentation, le Ouais, raffinement. le souci du détail. Mhm. Et donc, c'est ça. Donc, entre autres, toutes ces destinations-là aussi, après les avoir fait, j'organise des voyages gourmands à l'agence qui sont accompagnés de chefs, de nutritionnistes, de propriétaires de restaurants ou de boutiques. Donc, c'est le OK. concept. Et une troisième, je te dirais, les Pouilles en Italie. Toutes les régions en Italie sont extraordinaires, mais Mm. la région des Pouilles, qui est au sud-ouest, c'est magique. Ah oui, puis y a-t-il un plat typique, justement, de cette région-là qui est à Tu sais, il y a je sais pas dire les pâtes, mais ça s'appelle les orichietti. Orichietté? OK. J'ai organisé justement un voyage accompagné d'Hélène Laurando, la nutritionniste, à l'automne passé. Donc, mais je veux dire, tout est Ah, extraordinaire. C'est ah, bon. non, non, je le sais. En Italie, c'est pas là que tu vas perdre du poids, là, honnêtement. Non, Tes 5 plats, tu les manges égoulement en plus. Mais génial. Écoute, j'étais curieuse de et terminer. l'autre, Oui, oui, excuse mon Dieu. je le montre Bon, rapidement. Non, ben non, je te oui. le montre rapidement. Voir les animaux du monde que j'ai écrit au complet. Euh, 50 itinéraires de rêve, ben, on en a parlé plusieurs. Moi, ça a débuté avec les Galapagos, mais Oui. le Rwanda, l'Ouganda pour l'observation des gorilles de montagne et des autres primates. J'aime beaucoup le Kenya, la Tanzanie. C'est là où j'envoie la majorité Mhm. de mes voyageurs aussi, donc Les pour le safaris. safari. Ben, l'Antarctique, l'Arctique, l'Amazonie, dans différents pays. Ah, tu sais, Ouais, non, non, je non. veux dire, Il y a comme quelque chose il y de a beaucoup d'options. particulier. Mhm, Ouais, 100%. Bornéo, l'Indonésie pour l'observation des orang-outans. Donc, Mhm.
Ouais, Puis je il y a sais que beaucoup tu as de aussi des livres surprises qui s'en viennent. Donc, en fait, un livre surprise. ben, Que... en fait, on a parlé de Elles ont conquis le monde en solo. Oui, J'ai la misère à le mettre droit. Tu vois, en plus, je me suis habillée en orange. à tes concepts. Euh, donc, le collectif que j'ai dirigé, et puis donc, où il y a neuf autres auteurs qui ont partagé leur plus beau voyage en solo. Et là, c'est de la vingtaine à la soixantaine sous différentes formules. C'est vraiment un ouvrage touchant, je crois, je pense. Et donc, qui a été publié au Québec, qui est encore très présent, donc en octobre passé, mais qui est en France depuis quelques mois sur Amazon.fr. OK. Et on attendait que la crise se termine, plus ou moins. Qui est à la FNAC. Donc, pour ceux qui aiment OK. moins, qui sont moins à l'aise de réserver sur Amazon, il est à la FNAC en version papier et numérique depuis quelques semaines. Donc, merci Génial. de nous encourager. Et la surprise, ben, c'est que mon premier livre que j'ai coécrit avec Marie-Julie Gagnon de Taxi Brousse, qui s'appelle Le voyage pour les filles qui ont peur de tout. Et ça, Ouais. il était rose. Maintenant, il est bleu parce que c'est notre deuxième édition revue et augmentée et qui est sortie en fait le 17 juin au Québec, qui était un best-seller en France et au Québec, mais qui est ressorti au Québec. Et là où on a évidemment réécrit nos réflexions en introduction par rapport à comment on voyage, comment le chemin qu'on a fait depuis Ben oui. peut-être 5 ans, où on a ajouté 3 profils de voyageuses humoristiques, donc ça fait 22 maintenant, 21, pardon. Mon Dieu, j'ai rajouté des informations vraiment pertinentes d'activités gratuites à faire en Australie, en Nouvelle-Zélande. On a changé nos destinations coup de cœur, nos expériences coup de cœur. On a tout mis à jour, évidemment, les blogs, les sites web. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a beaucoup de nouveaux contenus en fait. Donc, le voyage pour les filles qui ont peur de tout, c'est écrit avec beaucoup d'humour pour déconvertir le Oui, voyage au féminin. pour rendre Donc, il le semble tout agréable à lire et léger. Ah, ben génial! Fait qu'écoute, encore une fois, je vais m'assurer de mettre tous les liens pour se procurer ces super outils-là pour planifier et replanifier nos prochains voyages maintenant qu'on a le oui, temps. oui, Puis oui. surtout se divertir en lisant des aventures de voyageuses. Puis, je serais curieuse, en fait, de terminer, parce que ça, je pose des questions à toutes mes invités. Un fait wild sur toi, Ariane, quelque chose que personne ne sait, qu'on aurait genre un scoop en ce moment. Là. Personne ne sait, ah oui. Ben non, Je mais sais pas. Euh, Ben, ce que Wild, mais ça, il y a sûrement des gens qui le savent, là. Wild, ben, c'est que, comme je te dis, j'adore faire de la voile et c'est vraiment mon rêve, c'est de faire le tour du monde ouais, en voilier pendant au moins 5 ans. c'est Et fou. donc là, c'est vraiment très présent dans ma tête. Et je suis beaucoup de couples là, qui font le tour du monde en ce moment. Mhm. Et ben, j'essaie en fait de partir une équipe de femmes sur un bateau de OK. course en fait. Et là, qui a été remis, bon, avec tout ce qui arrive, mais c'est sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, en fait, de partir Mon une Dieu. équipe de femmes, Ben, d'équipe. Parce que sur un bateau de course, évidemment, là, tu dois travailler en équipe, là. Donc, oui, c'est ce que j'essaie de. En tout cas, de construire. Oui, oui, c'est oui, c'est dans. là, c'est là, c'est dans la vision, mais En ce ouais. moment, Mais en je trouve ce ça moment, magnifique. Je trouve ça de ce magnifique que à quel point tu t'alimentes de plein de projets puis que tu les concrétises. Puis moi, je suis sûre que tu vas le faire, ce voyage-là. Je suis même pas inquiète on va te voir sur une équipe avec des femmes qui se motivent puis qui poussent leurs limites. Puis je sais aussi ton autre rêve que tu chéris, qui est ouais. d'ouvrir ta fondation pour, dans le fond, venir en aide aux enfants, aux femmes en léguant un peu de ton savoir, ce que tu as eu en tourisme, leur enseigner eux aussi le tourisme. Ouais, ben, oui, ouvrir, partir une fondation, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire, là, je suis consciente, ou encourager, en fait, Oui. davantage des fondations, organismes qui existent déjà et qui fonctionnent bien. Mais Mhm. effectivement, comme en ce moment même, j'enseigne plus pour l'instant en tourisme, je me dis, bon, j'ai une expertise puis une expérience des études que j'avais pas dans le temps. Donc, Mhm. j'aimerais
après, ben, il faut tout repenser, l'industrie du tourisme et du Oui. voyage partout dans le monde, mais peut-être dans le futur, j'aimerais utiliser ça. Ah, Mais bonne idée. même tourisme, mais aussi environnement, tu sais, par rapport au... ce qui fait partie de mon rêve en voilier, c'est aussi d'encourager tous les organismes ou les petits projets qui existent déjà pour la protection des océans. Donc, OK. Oui. Le volet ça serait environnement. Oui. un but d'essayer de les mettre d'avant. C'est déjà Oui. les projets qui existent. Donc, c'est Génial. juste un peu reporté avec, avec ce qui est arrivé. Ben oui. On C'est sait mis pas. sur pause pour mieux repenser, reformuler, revoir, cogiter, se poser, introspection. J'espère. Fait C'est qu'écoute, sûr. écoute, où est-ce qu'on peut te trouver, Ariane? C'est quoi les différents sites pour te suivre? Ben, en fait, mon Instagram voyage personnel, c'est Esprit d'aventure MTL. OK. Et mon blog aussi, Esprit d'aventure, en fait, Instagram et mon blog que j'ai parti avant de partir l'agence, mais que c'est toujours resté plus personnel. Mon blog que je suis en train de refaire en ce moment, mais qui est toujours en pertinence quand même, Mhm. là. Donc, Esprit d'aventure. Et ça, c'est donc un peu mes deux réseaux plus personnels. Et puis, bon, OK. l'agence Esprit d'aventure, il y a la page Facebook de l'agence aussi, Esprit d'aventure. Génial. Puis on rappelle que tu as 5 beaux livres. En fait, plus, là, on est rendu à 6 avec la nouvelle édition. Ouais, si on veut. Et Ouais. puis, ben, pendant cette crise-là, j'ai écrit ma première fiction. OK. Donc, ça a été tout un beau défi d'écrire pour moi, là, d'écrire une fiction et d'être en fait créative quand on a l'impression de vivre dans un film, là, Ouais. en ce moment. Ça a été un beau défi. Donc, que j'ai fait en quelques mois et que j'ai complété en quelques mois, mais qui finalement, la publication qui devait avoir lieu à l'automne 2020 a été remise au printemps 2021. Donc, on va OK. espérer d'autres projets, mais c'est ça. Ça a Ah. été une belle expérience d'écrire une fiction. Oui. Donc, de Est-ce se qu'on peut laisser avoir. vraiment partir à l'imaginaire, dans notre imaginaire. Est-ce que ça porte sur le voyage ou Non, du tout? OK. OK. ben oui, oui et non, mais OK. euh, ça porte, je dirais qu'il y a je pourrais dire un aspect vraiment vie de quartier. Donc vraiment, tu sais, la solidarité qui peut se OK. créer dans la Bien chez communauté. soi. Puis, OK, excellent. Mhm, Bon, ben parfait, ma chère Anne. Écoute, je te remercie tellement pour ton temps. Merci d'avoir été Ça là me fait pour le plaisir. podcast. J'ai eu bien du fun. Moi Puis, aussi. écoute, en espérant te croiser bientôt, qui sait, avec les événements cet été, peut-être sur une piste cyclable, qui sait? Oui, oui, oui. Donc, tour vélo gourmand, là, Oui, c'est pas mal ce qui se passe à Montréal là, cet été. c'est ça. Bon, ben, bye, là, bonne journée à toi. Merci, bye bye.